Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'énergie, président du think tank The Shift Project, professeur à Mines ParisTech, et je vous ai invité parce que l'énergie est dans l'actualité. Deux exemples. Donald Trump s'est félicité lundi de l'officialisation du retrait de son pays de l'accord de Paris et il en a profité pour vanter les mérites du magnifique charbon propre américain. Et une semaine plus tôt, la filière nucléaire française était pointée du doigt avec un rapport à charge sur les difficultés du chantier de l'EPR de Flamanville, alors qu'Emmanuel Macron a promis que la part du nucléaire serait ramenée à 50% de la production d'électricité à l'horizon 2035. Et je sais que vous n'avez pas très envie de parler du nucléaire. Vous avez dit que vous ne vouliez pas en parler plus de 20% du temps de l'émission. Expliquez-moi pourquoi. J'ai pas dit que j'avais pas envie de parler de nucléaire, j'ai dit que je n'avais pas envie de parler que de ça. Il y a une blague qu'on fait souvent dans les milieux qui s'occupent un peu d'énergie, qui est de dire le nucléaire c'est 5% de nos problèmes et c'est 95% du temps de débat. Voilà, donc on n'a pas que ça comme problème en ce qui concerne l'énergie. Alors d'abord, il faut rappeler une chose en ce qui concerne l'énergie, c'est que l'énergie c'est pas un secteur à part, c'est ce qui permet au monde moderne d'exister. S'il n'y a pas d'énergie, vous n'êtes pas présentateur de la matinale, vous ramassez des patates, ce qui est une vie un tout petit peu différente. Les gens qui nous écoutent n'ont pas de logement protégé du froid et du chaud, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de viande à tous les repas. Ils n'ont pas... Donc tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde moderne, notre pouvoir d'achat et les retraites, c'est l'énergie qui l'a permis. Donc discuter de l'énergie, en fait, c'est discuter de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. L'essentiel de ce qui permet ça dans le monde, c'est pas du tout le nucléaire, c'est les combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz. Il se trouve qu'en France, on va dire les 2/3 de nos émissions de CO2, c'est-à-dire ce qui provoque le changement climatique, ça vient du pétrole, 1/4 ça vient du gaz, et 5% ça vient du charbon, et 0% vient du nucléaire. Donc bien que le nucléaire ait des inconvénients, il en a, mais ne parler que du nucléaire est quelque chose qui finit par devenir un peu contre-productif. Par ailleurs, en ce qui concerne la décision d'Emmanuel Macron, personnellement, je ne la comprends toujours pas. C'est-à-dire, je ne comprenais pas la décision de Hollande. Je ne pense pas que baisser le nucléaire à 50% soit une bonne idée. Je pense que c'est dilapider des moyens dans un truc qui n'a aucun intérêt. Par contre... C'est peut-être de la politique ? Et la politique devrait faire des choses qui n'ont aucun intérêt ? Non, mais en tout cas, la politique veut faire ce que les gens voudraient qu'il fasse. Non. Hollande, il a fait ça parce qu'il voulait les 3% d'électeurs verts qui lui ont permis d'être élus. C'est ce qu'on appelle la politique. Non, parce que ce que 3% des électeurs veulent, c'est pas ce que veut la collectivité. Donc quand vous dites c'est ce que les gens veulent, ça dépend lesquels. Bon, alors écoutez, j'ai un rapport qui est le rapport de Jean-Martin Folz sur la construction de l'EPR de Flamanville, qui explique, alors je vais le dire brièvement... Il est plus large que ça, son rapport. Hein. Bon. En tout cas, il évoque 10 milliards de dépassement de budget, un retard de 10 ans, en fait je devrais dire plus, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que cette EPR il va fonctionner. Ce rapport, il montre quand même que le nucléaire du futur, il a 2-3 petits soucis. Non, le nucléaire français a 2-3 petits soucis, pas le nucléaire du futur. Les Chinois ont actuellement plein de réacteurs qui fonctionnent, qui ont été construits en 5 ans. Les EPR, même les EPR qui sont des réacteurs... On ne sait pas dans quelles conditions. Les Chinois. On ne sait pas dans quelles conditions. Vous ne savez pas dans quelles conditions. Absolument. L'autorité de sûreté nucléaire française ne sait pas dans quelles conditions. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez Moi, je lu... le sais. Ah, vous avez lu tous les rapports de la Non, je n'ai pas lu tous les rapports, mais voilà. j'ai fait un super fait à ce sujet. Et l'un des experts me disait, voilà, on ne sait pas aujourd'hui. L'un des experts ne sait pas, d'accord. Mais il faut toujours savoir... Il ne sait pas dans quelle mesure l'autorité de sûreté nucléaire... On dit toujours « on » pronom canaille. C'est-à-dire que quand vous dites « on ne sait pas », ça ne dit pas qui ne sait pas. Alors attendez, on va expliquer juste aux auditeurs un instant de quoi il s'agit. L'EPR de Flamanville, il souffre d'un certain nombre de problèmes. Il a notamment un problème de couvercle. Son couvercle, je vais le dire avec mes mots et vous le direz avec les mots des experts. Ce couvercle, il n'est pas sûr et on a considéré qu'il ne pouvait pas fonctionner avec ce couvercle-là. En Chine, l'EPR fonctionne et on ne sait pas. Alors je dis le terme est inadéquat, mais disons que l'autorité de sûreté nucléaire française ne sait pas dans quelle mesure ce couvercle, il est identique à ce qu'il aurait dû être en France et donc inadapté à des principes. On va repartir du début. Vous avez eu aujourd'hui 3 accidents sérieux de centrales nucléaires dans le monde. 2 ont fait 0 mort. 0. Three Mile Island et Fukushima ont fait 0 mort à cause de la partie nucléaire. D'accord. Le seul accident qui ait fait des morts, c'est Tchernobyl. Tchernobyl est intervenu sur un réacteur qui est un modèle qui n'existe ni en France ni en Chine. Bon.
Et tous les accidents ne se valent pas. Hein, on ne peut pas avoir n'importe quel type d'accident sur n'importe quelle centrale. Donc savoir, en fait, la question de la sûreté en ce qui concerne le nucléaire est une question qui est le risque zéro n'existe nulle part dans le monde. Et la question est de savoir jusqu'où est-ce qu'on rajoute des milliards pour se protéger contre un surplus de risque, alors que ces mêmes milliards employés ailleurs auraient permis d'éviter plus de malheurs aux hommes. C'est ça la question, c'est celle de l'arbitrage. Le risque zéro, encore une fois, n'existe nulle part. Ce que dit le rapport de Jean-Martin Folz, c'est que la filière française a perdu de la compétence. Ça, c'est tout à fait... Il ne dit pas on a un problème de sûreté. Du reste, il peut d'autant moins le dire que ce n'est pas son domaine. On a une autorité de sûreté en France qui est là pour ça, et ce n'est pas le job de Folz. De toute façon, pour l'instant, l'EPR ne fonctionne pas, donc on n'a pas de problème. L'EPR fonctionne très bien, il y en a 2 en Chine. Non, je parle de l'EPR de Flamanville. Ah, alors donc il faut être précis. Donc l'EPR de Flamanville n'est pas encore en fonction. Les EPR chinois fonctionnent très bien, ils sont en service commercial à pleine puissance aujourd'hui. Ils ont été construits avec là aussi un dépassement calendaire et un dépassement de budget, mais pour des têtes de série, c'est quelque chose qui est connu. Vous savez que la Tour Eiffel a été construite pour 3 fois son budget initial, Eurotunnel a été construit pour 5 fois son budget initial, et le gisement de Kashagan au nord de la mer Caspienne, qui est un gisement pétrolier, a été construit pour 10 fois l'exploitation a été construite pour 10 fois son budget initial. Donc le fait qu'il y ait des dépassements de budget, c'est pas quelque chose qui en soi est porteur d'un danger. La Tour Eiffel, c'est pas dangereux. Je ne pense pas que tous les touristes qui montent dessus tous les jours meurent parce que ça a été construit pour 3 fois le budget initial. Donc il y a 2 choses qu'il faut bien séparer. Il y a les questions de danger et il y a les questions de surcoût. Et on ne parle pas de la même chose. Donc Folz a dit il y a un surcoût et c'est pas normal qu'il y ait un surcoût dans des proportions telles, et je suis évidemment d'accord avec lui. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un surcoût, et Folz en gros il distribue les mauvais points à tout le monde. Donc il distribue les mauvais points aux gens qui ont construit la centrale parce qu'ils disent que les gens se sont avancés de façon un peu imprudente à dire on sait faire alors qu'ils savaient pas, il fallait qu'ils retrouvent la main. Donc en gros, le budget initial était totalement fantaisiste. Le délai initial prévu était aussi totalement fantaisiste. Maintenant, la bonne question, c'est pourquoi est-ce que la filière française a perdu de la compétence? Et alors, elle a perdu de la compétence, 1, parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a rien construit, mais 2, parce que ça fait 15 ans qu'elle est otage de manœuvres politiciennes à courte vue, et que quand, pendant 15 ans, le pouvoir politique vous dit en sous-main, c'est très bien ce que vous faites, pendant qu'il dit en public, ce que vous faites, c'est nul, à un moment, ça pose quand même quelques petits problèmes dans la gestion de la filière. Donc, et ça, Folz le dit en creux aussi. Il y a aujourd'hui, vis-à-vis du nucléaire, malgré tout des inquiétudes. Alors vous dites Fukushima n'a tué personne. Est-ce que sur le moyen terme, on peut en être aussi certain? Oui. Est-ce que les cancers sur le lieu, un des lieux qui aujourd'hui sont Est-ce que vous savez quel est le salarié le plus irradié de France? Non, je ne sais pas. Si vous le connaissez, vous connaissez très bien son nom, au salarié le plus irradié de France. Il s'appelle Thomas Pesquet. Ne faites pas cette tête, oui. Il s'appelle Thomas Pesquet. Vous faites confiance? Parce que quand vous allez dans l'espace, vous prenez du rayonnement cosmique. Qui est une forme de rayonnement ionisant. Vous prenez des particules qui sont projetées à grande vitesse. Thomas Pesquet prend, pendant les 6 mois que dure son séjour dans la Station spatiale internationale, à peu près 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire en France. 9 fois. Il est toujours vivant. Après, la deuxième catégorie, la première catégorie de salariés globalement la plus irradiée dans ce pays, alors il doit y avoir des professions médicales qui sont pas mal irradiées, les chirurgiens qui opèrent sous appareils d'imagerie, etc. Mais vous en avez une qui est plus irradiée que les travailleurs du nucléaire, c'est les travailleurs du transport aérien. Le personnel navigant aérien, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il est plus exposé au rayonnement cosmique quand il est à 10 000 mètres d'altitude, est en moyenne plus irradié que les salariés d'EDF et de la filière nucléaire. Donc, vous n'avez pas nécessairement tout le monde qui meurt à partir du moment où vous êtes exposé au rayonnement ionisant. Ça veut dire que selon vous, Fukushima ne... C'est pas selon moi. Il se trouve qu'il y a un... Vous avez peut-être entendu parler du GIEC. Ça vous dit quelque chose? Non. Le GIEC est une instance onusienne qui a le mandat de compiler, de synthétiser ce qui est disponible dans la littérature scientifique sur l'influence de l'homme sur le climat. Il se trouve que les Nations Unies ont créé en 1955, donc 33 ans avant la création du GIEC, une autre agence onusienne qui s'appelle, avec un accent délibérément français, l'UNSCEAR, c'est-à-dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, dont les rapports sont superbement ignorés par les médias français. Donc ça, c'est une bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que les médias français ignorent superbement cette Je vais vous poser dans ce cas-là. C'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Moi, je travaille pas dans les médias français. Ces rapports compilent la littérature scientifique qui est disponible sur l'influence des rayonnements ionisants sur les hommes.
Alors des rayonnements ionisants, vous en prenez à cause du rayonnement cosmique, vous en prenez à cause du rayonnement terrestre, tellurique, vous en prenez à cause des radios et de l'imagerie médicale. Et la question, c'est pas est-ce que vous allez mourir si vous en prenez, parce que ça, la réponse est non. La question, c'est jusqu'à quelle dose est-ce que vous pouvez aller avant que ça commence à devenir enquiquinant. Voilà. Ça fait très très longtemps qu'il y a des études sur la question. On sait très bien depuis longtemps que Marie Curie est morte à cause de ça. Et en 1928, il y a déjà une première commission de protection contre les rayonnements ionisants qui avait été mise en place. Donc il y a un siècle de littérature scientifique là-dessus. Et Lunskear a rendu des rapports de 400 pages en anglais que personne ne lit, à la fois sur Tchernobyl et Fukushima, et la conclusion du rapport sur Tchernobyl, Fukushima... on est quand même d'accord pour dire qu'il y a eu des morts, la maladie des rayons a fait des morts. Bien sûr, je peux vous dire ce qu'il y a dans les rapports en question, que vous pouvez aller vérifier. En ce qui concerne Fukushima, le rapport dit il n'y aura pas de mort à cause du surplus de rayonnement ionisant. Il n'y en aura pas. Voilà. Bon. C'est écrit noir sur blanc. Je vous crois. En revanche, c'est pas moi qu'il faut croire. Journaliste... C'est les gens qui. Oui. Mais vous savez, la difficulté des journalistes, c'est que nous, on interroge des experts. Vous êtes un expert, donc je vous fais confiance et vous êtes là pour développer votre pensée. En revanche, je me souviens, en tant que journaliste de la catastrophe de Fukushima, à l'époque, on nous avait dit en France, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible parce qu'effectivement, le risque de tsunami. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Le tsunami en France n'est pas possible, ça c'est sûr. Voilà. Bon. Ça, on est d'accord là-dessus. Une fonte du cœur en France, c'est possible. Et si ça devait arriver, ça fera probablement la même chose qu'à Fukushima, c'est-à-dire que le cœur fondu restera à l'intérieur de la centrale et il n'y aura pas de conséquences à l'extérieur, exactement comme ça s'est passé à 3 Mile Island. Mais pour 3 Mile Island, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le cœur... Il s'en est fallu le cœur a fondu et est resté dedans. Voilà, il s'en est pas fallu d'un cheveu pour qu'il fonde, il a fondu. L'une des questions, par exemple, pour l'EPR, c'est que l'EPR qu'on développe nous a été vendu comme étant un système extrêmement sûr, avec un cœur... Sans même aller jusqu'à l'EPR, les réacteurs actuels sont prévus en France pour que si ça fond, ça reste dedans. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire sans risque que le cœur ne transpercera pas? Le risque n'existe pas. Le risque zéro, n'existe pas. Par contre, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans le public, il y ait eu une compréhension du risque nucléaire qui soit totalement erronée. Alors, je vais vous donner un premier exemple de faillite médiatique, parce que pour moi, c'en est une. 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Alors, il peut avoir tous les défauts de la Terre, mais pas celui-là. Après, il y a énormément de gens... Quand vous faites des baromètres d'opinion en France, les déchets nucléaires font plus peur à la population que, tenez-vous bien, les accidents de la route, que les accidents domestiques. Les accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. Les déchets nucléaires, c'est 0. Ça fait plus peur que l'obésité chez les jeunes. Ça fait quasiment aussi peur que le tabagisme. D'accord ? Donc il y a une espèce de peur fantasmée dans l'opinion, et c'est la raison pour laquelle, en entrant ici, je vous avais dit je ne veux pas parler que de ça, parce que le problème du nucléaire n'est pas un problème de risque, ou plus exactement de danger objectif, c'est un problème de risque perçu. Donc en fait, le vrai débat sur le nucléaire, c'est pourquoi est-ce que les médias ne sont pas foutus de fournir une information factuelle, objective, parce qu'il y a les faits et les opinions. Il n'y a pas que les médias, dites donc, il y a aussi les experts. Alors regardez, par exemple, le rapport... Qui m'a demandé ce matin de venir dans ce studio? Vous? Je ne sais pas moi qui ai décidé, je ne suis pas passé par là en disant, tiens, il y a de la lumière, je suis rentré. Je vous ai invité pour que vous me donniez votre point de vue. Donc tous les autres, c'est vous aussi qui les avez invités. Bon, regardez, par exemple... Et vos confrères, pareil. Le rapport de Jean-Martin Folz sur l'EPR de Flamanville. Il a un mot qui est un mot a priori incompréhensible pour le grand public, dossier barré. Oui. Dossier barré, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que dans l'EPR de Flamanville, il y a certaines pièces qui ont été déclarées parfaitement impropres à l'utilisation du nucléaire. Ça se fait entre experts, c'est-à-dire entre des gens qui s'y connaissent, qui prétendent s'y connaître, qui font notre bien à notre insu. Et on a mis dans cette centrale nucléaire, dans cette EPR, des pièces qui sont des pièces qui manifestement ne conviennent pas, et on n'est même pas capable de mettre dans un rapport que ce n'est pas un dossier barré, que c'est tout simplement une pièce impropre, comme si on mettait des plaquettes de frein qui ne freinent pas. Il y a une autorité qui... Non, justement, le parallèle n'est pas bon. Il y a une autorité qui est là pour dire si on peut mettre ou pas cette pièce dans le réacteur, qui s'appelle l'ASN. Donc l'autorité de sûreté nucléaire regarde les choses en détail et vous dit on peut, on peut pas. Si vous avez une plaquette de frein sur votre voiture, dont la norme est qu'elle doit faire 3 cm d'épaisseur, et il se trouve qu'elle en fait 2,8, sauf que ça devient dangereux à partir du moment où elle en fait moins de 0,5. Bah, c'est pas conforme, mais c'est pas dangereux.
D'accord ? Donc l'ASN est là pour dire est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux, indépendamment du fait que ce soit conforme ou pas conforme. C'est son job. Donc si l'ASN ne vous dit pas faut pas mettre la pièce, c'est que la pièce pouvait ne pas être conforme à la spécification et pour autant la spécification a de telles marges de tolérance que c'est pas dangereux. C'est pas mon job et c'est pas le vôtre. Donc moi je suis incapable de vous dire s'il fallait ou pas mettre cette pièce dans le réacteur. Tout ce que je vous dis c'est l'ASN a dit on peut. Voilà. Jean-Marc Jancovici, j'ai une dernière question à vous poser sur le nucléaire. Bon, on a vu qu'il y avait un certain nombre de risques. Alors, vous considérez que les médias ne font pas leur travail en attisant en quelque sorte la peur des gens. En Inde, il y a un nouveau risque qui a été observé puisque les autorités indiennes de sûreté nucléaire ont reconnu mercredi dernier qu'un virus informatique avait été détecté dans une centrale dans l'état du Tamil Nadu. Ça, c'est un nouveau risque. Est-ce que, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on avait prévu ? Je n'en ai aucune idée parce qu'il faut savoir. Vous comprenez, on a un problème dans le monde moderne. C'est pas propre au nucléaire. C'est que le monde est devenu tellement compliqué que plus personne ne peut par lui-même comprendre et maîtriser toutes les techniques qui nous entourent. Donc vous en êtes réduit à chaque fois à devoir faire confiance à des tiers. Vous comme moi. C'est pour ça que les journalistes, vous comme par moi, exemple, ce que je fais, si j'invite des experts. Si je peux finir. Je suis expert, certes, mais je ne suis pas expert au point de savoir de quel virus il s'agit, où il pourrait s'agir. Est-ce qu'on est dans le fantasme ou est-ce qu'on est dans la réalité ? Donc, est-ce qu'on est dans la légende urbaine ou quelque chose qui est fondé ? Voilà, donc à ce stade, je vous dis, moi, je ne sais pas. Et ça veut dire que lorsque... Mais si vous me demandez, est-ce que vous êtes très inquiet ? Je vais vous dire non. Je ne suis pas très inquiet avec cette information. Il peut aussi y avoir, vous savez, des virus dans les tours de contrôle et les avions s'écrasent. Il peut y avoir des virus... Il peut y avoir des avions qui s'écrasent également sur des réacteurs nucléaires. Oui, c'est pas... à nouveau, l'avion, il vaut beaucoup mieux qu'il s'écrase dans une tour à la Défense si vous voulez faire beaucoup de morts. Ça sera beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, les réacteurs nucléaires... Parce que si un avion s'écrase sur un réacteur nucléaire, vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, une fuite de matériaux radioactifs qui ne fera pas de mille morts instantanés. Mais... Voilà. Alors que si l'avion s'écrase dans une tour à la Défense, on a très bien vu ça à Manhattan, ça marche très très bien. Vous faites quelques milliers de morts instantanés. Donc c'est beaucoup. Moi, si je suis terroriste, j'ai beaucoup plus envie de m'écraser dans une tour que de m'écraser sur une centrale nucléaire. Jean-Marc Jancovici, on va continuer d'évoquer l'actualité de l'énergie et cette fois-ci, on ne parlera plus de nucléaire. Je rappelle que vous êtes président du think tank The Shift Project et professeur à Mines ParisTech. On se retrouve donc dans quelques minutes pour évoquer par exemple le charbon, puisque Donald Trump s'est félicité lundi. Il vaut mieux évoquer le pétrole en France, parce que le charbon, on n'en a pas beaucoup. Bon, on n'en parle pas. Donc aux environs de 8h20. En attendant, il est 8h et je vous souhaite un excellent réveil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Retour sur le terrain de l'énergie. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project et professeur à Mines ParisTech. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du risque nucléaire pour dire que celui-ci vous paraissait mesuré et qu'il n'y avait pas véritablement de raison pour vous d'être inquiet. Est-ce que la décision de Donald Trump de remettre en service le charbon, de vanter les mérites du magnifique charbon propre, je cite les mots de Donald Trump, le magnifique charbon propre américain, est-ce que cela vous inquiète plus, Jean-Marc Jancovici ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, c'est le système le plus parlementaire au monde dans les démocraties et que l'exécutif a très peu de pouvoir. En fait, l'essentiel du pouvoir aux États-Unis appartient au Parlement, appartient aux États fédérés. Ce que fait le président peut avoir de l'influence dans quelques domaines bien précis, mais il y a un domaine dans lequel le président n'a aucun pouvoir, c'est le prix du charbon versus le prix du gaz. Or, il se trouve que les États-Unis, c'est un pays... Alors, les États-Unis possèdent les premières réserves de charbon au monde, donc ils ont potentiellement la possibilité de mettre beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère avec ce charbon. Par ailleurs, il faut savoir que le charbon est essentiellement une énergie domestique. Vous avez moins de 10% du charbon vapeur, celui qui sert à faire de l'électricité, qui passe une frontière dans le monde, entre pays de production et pays de consommation. Donc c'est une énergie qui voyage peu. Donc les États-Unis ont plein de charbon, mais il se trouve que depuis 10 ans, la place du charbon dans la production électrique, parce que c'est essentiellement à ça que ça sert, le charbon, est en train de baisser au profit du gaz, parce qu'avec le gaz de rochemer, qu'on appelle en France le gaz de schiste, qui s'est développé, le prix du gaz est extrêmement bas aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années, et c'est plus rentable de faire de l'électricité avec du gaz qu'avec du charbon. Donc le charbon est en perte de vitesse aux États-Unis, et les gesticulations de Trump en ce qui concerne le charbon ne sont là que pour rassurer son électorat qui vient dans les États charbonniers, mais Trump n'a strictement aucune espèce d'influence sur ce qui se passe en ce qui concerne le charbon. Mais alors, est-ce que ça devrait quand même
nous faire peur? Est-ce que le fait d'utiliser plutôt du charbon que du gaz de schiste, Jean-Marc Jancovici, est-ce que ça, par exemple, ça représente un risque pour vous? Alors, ça dépend ce qu'on appelle un risque. Le changement climatique est un risque. Pour donner un ordre de grandeur, il faut savoir que la différence de température moyenne qu'il y a entre la dernière ère glaciaire, où la France ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, et le monde que nous avons trouvé en entrant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le monde pré-industriel d'il y a un siècle et demi, l'élévation de température moyenne sur Terre n'a été que de 5 degrés. Donc avec 5 degrés de hausse de température moyenne, vous transformez la France, qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, en ce qu'elle est aujourd'hui. L'océan est monté de 120 mètres, avec 5 degrés de hausse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. Le GIEC, dans un rapport qui a été rendu il n'y a pas très longtemps, qui est sur le changement climatique et Terre, disait qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique partout, parce que vous connaissez le vieux dicton « ventre affamé n'a point d'oreille », et il y a 1000 exemples de ce que je viens de dire sur Terre. Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, particulièrement infernale. Donc tout ce qui contribue à la hausse des émissions de CO2 a le potentiel de contribuer à rendre la vie des gens particulièrement infernale. Alors le fait de consommer plus de charbon y contribue, donc à l'évidence ça a ce potentiel. Par contre, le fait de remplacer du charbon par du gaz à consommation constante, j'insiste sur le fait que c'est à consommation constante, par contre ça fait baisser les émissions de CO2. Donc le grand paradoxe de ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment, c'est que le forage de gaz de roche-mer, que tout le monde considère être une catastrophe environnementale, sur le strict plan du CO2, c'est plutôt une bonne affaire. Mais le problème, c'est, comme vous venez de le dire, que cela a d'autres contreparties. Qu'est-ce que vous en pensez de ces contreparties pour le gaz de schiste? Quelles autres contreparties? Eh bien, par exemple, les pollutions provoquées par le gaz de schiste. Mais quelle pollution? Alors, différents types de pollution. Il y a la pollution qui est liée à ce que l'on injecte dans la terre pour extraire le gaz de schiste. Ça, c'est pas une pollution très enquiquinante. En l'occurrence, ce qu'on met dans la terre pour extraire le gaz de schiste, c'est de l'eau avec quelques additifs qui sont de l'ordre de l'eau de Javel qu'on met dans la piscine et du produit de vaisselle. On a un peu et des gélifiants qu'on trouve dans les cosmétiques. On a des mini tremblements de terre, ce sont de tout petits tremblements de terre provoqués par le gaz de schiste. Alors, dans les tremblements de terre, il y en a un qui est provoqué par du gaz, pas de schiste, qui est beaucoup plus rigolo, mais c'est aussi des mini tremblements de terre. Ça pour vous, c'est les Hollandais sans danger, un petit tremblement par rapport à ce que je viens d'évoquer sur le changement climatique, où c'est totalement secondaire, et par rapport aux 5 millions de gens qui meurent chaque année des accidents de voiture, c'est totalement secondaire, et par rapport aux gens qui meurent chaque année du tabac et de l'alcool, c'est totalement secondaire. Donc c'est pas on peut pas se prévaloir quand même des gens qui meurent du tabac pour valider les gaz de schiste, Jean-Marc Jancovici. On peut se prévaloir du fait que quand on n'a que 24 heures par jour et que les moyens budgétaires qu'on a, on choisit ses priorités. Donc une manière qu'on peut pas gérer, on peut pas résoudre tous les problèmes en même temps. Donc une bonne façon de gérer ses priorités, c'est de se dire si je ne gère qu'un seul problème, c'est lequel. Ensuite, si je n'en gère qu'un deuxième derrière, c'est lequel, etc. Et les tremblements de terre, alors le gaz de schiste a plein d'inconvénients, mais les tremblements de terre provoqués par le gaz de schiste, ça n'est pas quelque chose qui est... Vous savez, la géothermie, qui est une énergie renouvelable, provoque aussi des tremblements de terre quand on met des installations. Continue par exemple, pour extraire du gaz de schiste, il faut des norias de camions, puisqu'il faut apporter de l'eau. Ça, par contre, c'est un vrai inconvénient. Je ne suis pas en train de dire que les gaz de schiste, c'est l'Eldorado. Je suis juste en train de vous dire qu'un des effets paradoxaux du développement du gaz de schiste aux États-Unis, c'est que ça a contribué à faire baisser les émissions de CO2 du pays. Voilà, c'est juste ça que je suis en train de vous dire. Si vous deviez dessiner un mix énergétique idéal, Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce que vous proposeriez? On va prendre le problème dans l'autre sens. Si on veut rester sous les 2 degrés qui sont aujourd'hui dans toutes les têtes en ce qui concerne le changement climatique à l'avenir, il faut que les émissions mondiales de CO2 baissent de 4% par an à partir de demain matin. D'accord ? Donc demain matin, moins 4% par an. Ça veut dire que la quantité de pétrole, de gaz et de charbon qu'on utilise baisse en gros de 4% par an. Alors là-dedans, vous avez des arbitrages. Si vous remplacez du charbon par du gaz, ça vous permet de gagner un peu de temps sur le fait que vous conservez autant d'énergie, c'est-à-dire autant du monde moderne, tout en baissant les émissions de CO2. Mais globalement, il faut baisser ça de 4% par an. Alors là-dedans, ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver le confort moderne.
Donc il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c'est de se mettre au régime. Bon, ça c'est une première chose. Donc au Et régime, c'est si une je vous suis bien, grosse- de 4% Et c'est par une an. grosse mise au régime qui n'épargnera même pas les gens qu'on appelle modestes. D'accord ? C'est une grosse mise au régime. Donc le non-dit politique majeur aujourd'hui, parce que les économistes utilisent des modèles totalement farfelus pour dire que les deux sont compatibles, c'est que ça n'est pas compatible avec la croissance économique, c'est même pas compatible avec le maintien de la production économique actuelle. Mhm. Donc ça veut dire perte de pouvoir d'achat, pour être très clair. Pour tout le monde, pas juste pour les riches. Pourquoi une perte de pouvoir d'achat, une perte en tout cas, une diminution de Parce que se mettre au régime, c'est perdre de pouvoir d'achat. l'utilisation. Est-ce que ça ne peut pas passer par exemple par une meilleure isolation des maisons, par le fait Si, que... si, mais c'est aussi par moins d'espace habitable par personne, c'est aussi par moins de moyens mécanisés de se déplacer par personne, c'est aussi par moins de fringues et d'objets de toute nature achetés par personne, etc. C'est moins de tout ça. Bon, donc une fois qu'on a posé cela, Alors une fois qu'on a posé cela, on comprend que le nucléaire dont on a beaucoup parlé dans cette première partie est un parachute ventral, c'est-à-dire que si on n'en utilise pas, eh bien la décrue énergétique est encore plus rapide que si on en utilise, et à ce moment, l'effondrement social est encore plus rapide. Voilà, donc après, on choisit ton camp, camarade. si je vous dis par exemple que Et je pense que l'éolien... les risques portés par ce genre de truc sont très importants. Alors l'éolien et le solaire, l'éolien, vous savez, les moulins à vent, c'est connu depuis 2000 ans. Il se trouve que historiquement, on est passé des moulins à vent au combustible fossile. Donc si les moulins à vent étaient une énergie merveilleuse, sans inconvénients, pas chère, etc., pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à passer des moulins à vent au pétrole ? Peut-être parce qu'on connaît mieux le vent maintenant. Non, parce qu'on connaissait très bien le vent il y a 2000 ans, et parce que tout simplement, c'est pas vrai en fait que le vent est une énergie bien supérieure au pétrole. Tant qu'on n'a pas de problème avec la quantité de pétrole extractible, et tant qu'on n'a pas de problème avec le changement climatique, le pétrole c'est vachement mieux que le vent. Mais puisqu'on a un problème avec le pétrole, est-ce qu'on ne Alors, à peut ce pas... moment, oui, mais à ce moment, on va revenir en arrière, entre guillemets, parce que le vent, c'est une énergie diffuse. Qu'extraire de l'énergie du vent, ça demande des moyens qui sont beaucoup plus lourds que d'extraire de l'énergie d'un gisement de pétrole. Il faut par exemple 100 fois plus de métal pour avoir un système énergétique complet, c'est-à-dire là où le train de 8 heures part à 8 heures, et pas le train de 8 heures part quand il y a du vent. D'accord ? Pour avoir un système complet et pilotable, il faut 100 fois plus de métal pour avoir de l'éolien et du solaire que pour avoir un système qui est basé sur les centrales électriques classiques que nous avons aujourd'hui. On est bien d'accord que l'éolien a des problèmes de souplesse, qu'il a de surcroît. Non, il a des problèmes de consommation de matériaux. C'est-à-dire que comme l'énergie du vent est diffuse à la base, il faut des très gros dispositifs pour extraire des grandes quantités d'énergie. Il a donc un certain nombre de défauts, mais aujourd'hui on dit que Alors, je sais pas, le prix si du... on appelle ça des défauts, on appelle ça des kilowattheure. faiblesses physiques. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Que le prix du kilowattheure fourni par l'éolien est aujourd'hui au même prix que le nucléaire si on intègre tous les coûts Non, du vous nucléaire. n'intégrez pas tous les coûts de l'éolien dans cette affaire. Parce Et vous que... intégrez tous les coûts du nucléaire, y compris Absolument. le démantèlement des centrales. Absolument, oui. Le démantèlement, c'est 10% du coût de construction. C'est pas très cher le démantèlement, parce que le démantèlement, c'est aller avec des scies et tout couper. Vous êtes sûr que c'est si peu cher que ça? Je suis tout à fait sûr, oui. Donc c'est à peu près 10%, 15% si vraiment vous voulez ceinture et bretelles et je sais pas quoi, et que vous avez peur de trucs qui sont pas justifiés. Mais voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. Il y a des tas de centrales dans le monde qui ont été retournées au gazon, hein. Donc il y a des retours d'expérience. Vous avez en France des installations en cours de démantèlement en ce moment, il doit y en avoir une vingtaine à peu près. Vous avez toute la filière graphite gaz qui est en cours de démantèlement, vous avez plein de réacteurs de recherche qui sont en cours de démantèlement. La petite sœur ou le petit frère de Super Phoenix qui s'appelle Phoenix, qui a fonctionné très bien pendant 30 ans à Marcoule, est en cours de démantèlement. Enfin, il y a plein de trucs qui sont en cours de démantèlement. Ça pose pas de problème majeur, ça pose des problèmes, enfin, il faut être un peu précautionneux, mais ça pose pas de problème majeur. Donc l'éolien, pour en revenir à aujourd'hui, ce que je pour disais sur l'éolien, le coût du mégawattheure qu'on annonce comme étant faible est un coût avec lequel le train de 8 heures part s'il y a du vent. ce qui veut dire que l'éolien ne peut pas être la seule partie du mix Ce énergétique. qui veut dire que l'éolien, pour comparer ce qui est comparable, il faut comparer le coût d'un système pilotable, que ce soit une centrale, un barrage hydroélectrique, vous tournez le robinet, vous avez de l'électricité. Centrale nucléaire, vous tournez le robinet, vous avez de l'électricité. Une centrale à gaz, vous tournez le robinet, vous avez de l'électricité. L'éolienne, vous ne tournez pas le robinet, vous attendez qu'il y ait du vent. Bon. Si vous voulez tourner le robinet pour qu'il y ait de l'électricité, il faut rajouter à l'éolienne le dispositif de stockage qui va derrière pour être sûr que le train de 8 heures parte à 8 heures. Bon. Et à ce moment... Donc des batteries.
Non, aujourd'hui, les systèmes dans le stockage de l'électricité qui est le plus fréquemment répandu, c'est des barrages réversibles qu'on appelle des stations de pompage. Les batteries qui posent un problème écologique. Qui posent un problème écologique parce qu'il faut faire les barrages, mais les batteries posent un problème écologique parce que faire une batterie, c'est de l'industrie métallique, enfin c'est de la métallurgie, et donc il faut faire les mines. Vous n'avez pas d'énergie sans contrepartie, ça n'existe pas, donc il faut choisir les contreparties. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec la quantité de métal qu'il faudrait pour avoir des batteries partout, pour avoir des éoliennes partout, vous serez morts et vos enfants aussi, qu'on n'y sera toujours pas. Donc la question d'avoir un système complet dans le domaine électrique avec des éoliennes et des batteries, quand vous regardez le coût global de cette affaire, ce que j'ai fait, ça vous revient globalement 10 fois plus cher qu'un système nucléaire, même un système nucléaire cher. Parce que l'éolienne n'est pas un système complet, c'est un système partiel. Est-ce que vous avez intégré tous les coûts, y compris les coûts avec des éventualités faibles mais réelles, comme par exemple ce qui s'est passé à Fukushima, et qui doit être intégré dans les coûts? Oui, parce que vous avez... une région rendue inhabitable? Non, la région n'est pas rendue inhabitable à Fukushima. Vous voulez habiter alors là, je préférerais, sans hésiter une seconde, si on me donne le choix entre habiter à Fukushima et habiter à côté d'une usine chimique ou à côté d'une autoroute ou à côté d'une centrale à charbon, je vais habiter à Fukushima sans hésiter une seconde. Pourquoi? Parce que vous préférez un risque faible mais grave à un risque... Non, le risque n'est pas faible mais grave. Le risque, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les rapports de l'UNSCEAR vous disent qu'il n'y a pas de risque à cause du surplus de rayonnement. Mais excusez-moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que vous écoutez d'habitude vos copains journalistes au lieu d'écouter les gens. Je suis moi-même journaliste, oui, j'ai des amis journalistes, j'ai aussi des amis experts, et lesquels m'expliquent que la maladie des rayons existe. C'est pas des experts du coup. C'est des gens que vous invitez, mais c'est pas des experts. Et alors par exemple, Tchernobyl, qu'est-ce qui Faites venir un médecin. Faites venir le chef du service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière. Je peux vous donner ses coordonnées, il vous expliquera. Lui est un expert. Écoutez, moi, je suis là pour vous écouter de toute façon. Mais faites venir un médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les radios n'invitent jamais de médecins quand il s'agit... C'est les seuls qui savent. On invite toutes sortes de gens. Non, vous invitez des associatifs, vous invitez des gens comme moi, vous invitez pas de médecins. Non. Invitez un médecin. On invite des gens à charge, à décharge, des gens pour le nucléaire. Non, mais il n'y a pas d'opinion, j'écoute les experts. Vous savez, alors, il y a les faits et les opinions. En ce qui concerne les faits, comme par exemple le fait que la Terre est ronde, il n'y a pas de gens à charge et à décharge. Vous n'allez pas inviter dans le studio, enfin vous pouvez si vous voulez inviter des gens qui disent que la Terre est plate, mais je ne pense pas que ça va améliorer la compréhension du monde des gens qui vous écoutent. Donc un expert dans le domaine de l'impact des rayonnements ionisants sur la santé s'appelle un médecin. Voilà, donc c'est ces gens-là qu'il faut inviter. Vous avez des gens qui s'occupent de médecine nucléaire dans ce pays, c'est ces gens-là qu'il faut inviter. Non, mais vous avez tout à fait le droit de défendre le nucléaire, c'est votre droit. Je ne suis pas en train de défendre le nucléaire, je suis en train de... Non. Je suis en train de défendre quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Je suis en train de défendre ce qui fait la légitimité d'un expert. C'est ça que je suis en train de défendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut un expert pour savoir ce qu'est un expert. Non, un expert ne s'autoproclame jamais expert, ça n'existe pas, ça. Un expert est considéré comme expert quand il a une compétence reconnue par ses pairs. Voilà, c'est ça. Et quand il a publié dans des journaux scientifiques à comité de lecture des conclusions ou des théories ou des démonstrations qui n'ont pas été invalidées par le même canal. C'est ça un expert. Mais il devrait y avoir aussi des experts en effroi pour mesurer, par exemple, quelle a été l'inquiétude du monde avec Fukushima. Vous dites qu'il n'y aura pas de retombées. Est-ce que vous savez quelle a été l'inquiétude des Américains avec Orson Welles qui a fait croire qu'il y avait un débarquement de Martiens? Et ça aussi a été élevé. Donc c'est pas parce qu'on fait croire... C'est pas parce qu'on fait croire... Là, pour le coup, un effroi médiatique. Fukushima, c'était pas un effroi médiatique. Fukushima, c'est un effroi médiatique. Vos collègues de France Info ont même osé affirmer que c'était Fukushima qui avait fait 20 000 morts. Bon, je sais pas ce que mes collègues et camarades de France Info ont dit, mais ce qui est certain, les gens finissent par le croire. Enfin, il y a encore 3 semaines, on expliquait que Fukushima renvoyait des déchets nucléaires ou de l'eau radioactive, dans la mer. Tout est radioactif. Vous savez quelle est la radioactivité de votre propre corps? Votre propre corps, c'est 7000 becquerels. Ça veut dire, 7000, c'est 3-0. Mais non, mais attendez, Jean-Marc Jancovici, la maladie des rayons, elle existe. Ceux qui se la maladie des rayons. Eh bien, ces gens qui meurent d'un cancer parce qu'ils ont été à Tchernobyl, par exemple, pour intervenir sur le cœur, pour construire Tchernobyl, les rapports de l'UNSCEAR vous disent les conséquences avérées de Tchernobyl, c'est quelques dizaines de morts à bref délai qui sont effectivement les gens qui sont allés jeter les premiers sacs de sable là sur le réacteur en fusion. Donc ceux-là, il y en a une bonne partie qui y sont passés, mais ils sont 50 en gros et ils ne sont pas à 5000. Et ensuite, vous avez quelques milliers, de l'ordre de 6000 cas de cancer à la thyroïde pour des enfants au moment de l'accident. J'insiste, des enfants au moment de l'accident. Les adultes au moment de l'accident, il n'y a pas de variation dans l'incidence des cancers à la thyroïde, parce que votre thyroïde a arrêté d'accumuler de l'iode à grande vitesse. Et pour le reste, le rapport vous dit, il n'y a pas de conséquences discernables. C'est très clairement ce qui est écrit.
Ce qui doit faire, je compte approximativement déjà environ 10 000 victimes. Non, ça fait si vous comptez les 6 000 victimes, absolument. Et dans ces victimes, vous aurez, et faites venir encore une fois un médecin qui va vous en parler. Il se trouve on a fait venir tous ces gens, mais vous voyez bien quand même je ne sais pas, je ne suis pas sûr que vous ayez fait venir des médecins. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu. Pour savoir si on a invité des médecins. J'en ai jamais entendu à la radio, moi, des médecins spécialistes de ce genre de sujet. Non, j'en ai jamais entendu. Bon, je vous promets que j'en inviterai un. J'ai entendu Rivasi et Lepage autant que vous voulez, mais alors par contre, des médecins spécialistes Jadot, mais par contre des spécialistes, non, j'en ai pas entendu souvent. Mais ça, c'est un mauvais procès à mon avis, parce que si vous voulez, le lobby nucléaire, alors, je suis pas en train de vous faire un procès. Vous appartenez au lobby nucléaire. Je suis pas en train de vous faire un procès, je suis juste en train de constater un fait, qui est que si on fait l'inventaire précis des invités qui sont passés derrière ce micro et derrière ceux de vos confrères, il y a quasiment jamais... J'ai pas les chiffres, donc là, encore une fois, on peut pas débattre de cela. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qui s'est passé à Fukushima et à Tchernobyl ne peut pas être considéré comme une péripétie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vous savez quel est l'accident d'installation de production électrique qui a fait le plus de morts dans le monde ? Lorsque je vous pose une question, vous répondez par une autre question. C'est un procédé que je connais bien, mais ça veut dire que... Non, c'est pas, je suis pas en train de faire Rabbi Jacob. Je suis en train de vous poser une vraie question. C'est les barrages qui ont tué le plus de gens dans le monde, de très très loin. L'accident qu'il y a eu au barrage de Longarone, en Italie, dans les années 50, a fait 2500 morts. 2500 morts. En France, il y a un ouvrier qui se laisse tomber un marteau sur le pied dans une centrale nucléaire et ça fait les gros titres des journaux. Donc on est vraiment, je vous assure, en train de se focaliser sur ce sujet-là parce que c'est un sujet passionnel, sympathique pour faire du buzz, etc. Ça n'est pas éduquer correctement les gens. Non, parce que, alors si vous voulez, il y a Nassim Nicolas Taleb qui est un philosophe et essayiste que je connais, a évoqué la notion de cygne noir. Alors, un cygne noir, c'est un oiseau, parce que bientôt... Mais attendez, là on a un cygne noir énorme qui s'appelle le changement climatique, on s'en occupe pas. Mais non, mais vous considérez que le changement climatique, on va s'en occuper avec du nucléaire et du gaz de schiste? Je considère que si on ne fait pas de nucléaire, globalement, on augmente le risque. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Vous considérez qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Non, c'est pas du tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la première chose qu'on allait faire. Vous voyez, vous êtes comme tous vos copains. J'ai dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était se mettre au régime. J'ai pas dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était... Vous avez dit qu'il fallait se mettre au régime. Il y a une preuve et un enregistrement sonore. Absolument. Voilà, il y a exactement 5 minutes. Vous avez la mémoire courte. Non, j'ai pas la mémoire courte parce que je sais que vous avez expliqué là aussi que pour la gaz de schiste. Alors, je sais pas si vous avez le goût du paradoxe, mais moi, a priori, effectivement, j'ai entendu... J'ai pas le goût du paradoxe. Je vous ai dit que le gaz de schiste avait une caractéristique. J'ai dit bien une caractéristique. Je ne dis pas c'est merveilleux ou c'est une caractéristique, c'est qu'il a contribué à faire baisser les émissions de CO2 des États-Unis. C'est un fait. Voilà, c'est tout. Après, on peut être pour ou contre, c'est un autre sujet. Je vous dis juste, il a contribué à cet effet-là, parce qu'il a déplacé du charbon dans la production électrique. Les Allemands, avec leurs éoliennes, ont gagné beaucoup moins de charbon dans la production électrique que les Américains avec leur gaz de schiste. Voilà, ça c'est un fait. Après, on peut débattre de comment est-ce qu'on interprète ce fait, quel enseignement on en tire, quel recul on prend sur cette situation, etc. On peut très bien discuter de ce genre de choses. Par contre, c'est un fait. Et le photovoltaïque, dont on a peu parlé? Vos enfants seront morts, que ça n'aura pas changé la situation de la planète. Bon, bah alors donc dans ce cas-là, ça veut dire que, effectivement, pour vous, le pilier de la transition... C'est les économies. Mais non, ça c'est 4% par an. Si je vous ai bien suivi. Les économies, le pilier de la transition, ça va être de se mettre au régime. Et de toute façon, cette mise au régime a déjà commencé en France, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, parce que l'Europe, si on avait parlé de ça au lieu de parler du nucléaire pendant 40 minutes, contrairement à ce que j'avais envie de faire, l'Europe est déjà en décrue énergétique subie. Je vais finir ma phrase si vous me permettez. L'Europe est en décrue énergétique subie depuis 2007. Et c'est ça qui fait que les gouvernements, même de gauche et même généreux, ne feront pas revenir la croissance en Europe parce que c'est devenu physiquement impossible à cause de ça. Donc on va devoir transitionner en récession. Et ça veut dire quoi, décrue énergétique subie? Ça veut dire que même si on voulait consommer plus d'énergie, on ne pourrait pas. Et que maintenant, on en a de moins en moins. De moins en moins de renouvelables, non renouvelables? 75% de l'approvisionnement européen, c'est les fossiles. Donc c'est le pétrole dont on n'a pas parlé pendant cette émission, c'est le charbon dont on a très peu parlé pendant cette émission, et c'est le gaz dont on n'a quasiment pas parlé, sauf pour le gaz de schiste. Voilà, ça c'est 75% de l'approvisionnement européen. Et en France, si vous regardez l'énergie qui rentre dans une machine, d'accord, l'énergie qui en ce moment fait fonctionner les équipements de ce studio, votre frigo, les voitures des gens qui sont en train d'aller au travail, les avions qui volent, etc. 75% de cette énergie est issue des combustibles fossiles, en France. Bon, mais vous avouerez que ce n'était pas inutile de vous faire parler sur le nucléaire, puisque vos propos sont particulièrement, comment dirais-je, rares. Alors chacun jugera s'ils sont fondés, utiles, je ne sais pas, mais en tout cas, moi cette énergie fossile est en décrue subie. Le gaz qui rentre en Europe aujourd'hui est en décrue subie depuis 2005 parce que la mer du Nord, qui fournit l'essentiel du gaz européen, a passé son pic de production en 2005.
Le charbon est en décrue subie en Europe depuis les années 60 parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans les mines et donc il y en avait de moins en moins et que les Anglais ont fermé leurs mines, les Français ont fermé leurs mines, etc. Bon, donc il en reste encore beaucoup en Allemagne, mais depuis les années 60, donc rien à voir avec le climat. Et le pétrole est en décrue subie en Europe depuis 2006 parce que le pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pétrole de schiste et sable bitumineux, a passé son pic de production dans le monde en 2008, sujet dont les médias ne parlent absolument jamais. Et donc, on ne pourra pas retrouver structurellement un approvisionnement pétrolier croissant pour les voitures et les chaudières européennes. Donc, on est déjà en décrue énergétique subie. Moins d'énergie, ça veut dire moins de machines. Moins de machines, ça veut dire moins de production. Moins de production, ça veut dire le PIB qui baisse. N'en déplaise ou n'en plaise à M. Macron et tous ses copains. Donc ça, c'est un sujet important. J'aurais préféré qu'on parle de ça, mais voilà. Jean-Marc Jancovici, je vous présente mes 3 camarades qui viennent prolonger cette émission. Aurélien Bélanger, Hervé Gardette et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Hervé, de quoi allez-vous nous parler? Eh bien, je vais me demander s'il faut... Enfin, je vais vous demander aussi s'il faut confier l'Élysée à un ingénieur. Il faut restaurer le lien de confiance. Ah bah attendez, vous réagirez Ne peut-être après la grillez pas chronique. la chronique. Ah, c'est à une question, une Hervé réponse, Gardette. non? Oui, oui. Ah non, Hervé, c'est la question de ma chronique. Vous donnez son point de vue et pardon. vous réagirez. Mathilde Serrel. Je vais vous parler du pass culture, autopsie d'une fausse bonne idée. Et enfin Aurélien Bélanger. Éric Zemmour, un folklore français.